Bonjour à tous. La banlieue, l'école et l'islam. Le triptyque qui occupe colonnes de journaux, écrans de télé et rayonnage de librairies. D'alerte en alarme, de fantasme en fantasmagorie, c'est aussi tout le fameux vivre ensemble qui est ainsi interrogé. Hasard du calendrier éditorial, 2 livres viennent de sortir, télescopage intéressant car ils font de la même situation une analyse différente. D'abord, Inch'Allah, le livre sur la dite islamisation de la Seine-Saint-Denis. Une enquête menée par de jeunes apprentis journalistes sous la direction de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, eux-mêmes journalistes au Monde. L'autre livre est Les territoires vivants de la République. Sous la direction de Benoît Falaise, historien et inspecteur général de l'éducation nationale, ce livre regroupe des contributions d'enseignants et personnels de l'éducation. Parmi les contributeurs de ce livre, Kamel Chaban, professeur d'histoire-géographie à Paris. Monsieur Chaban, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, est-ce que vous avez envisagé votre livre « Territoires vivants de la République » comme une réponse au livre sorti en 2002, « Les territoires perdus de la République » ? Au départ, non. C'est finalement le résultat de tous les discours qu'on entend sur l'école et surtout la vision décliniste qui nous a fait réagir et qui a fait construire ce collectif d'enseignants qui voulait montrer que, au-delà des préjugés, l'école connaissait de belles réussites et qu'il fallait enfin les montrer. Après, d'une certaine manière, oui aussi, puisque nous vivons dans ces territoires vivants, nous y enseignons, ce qui fait que notre livre, en réalité, est un vrai livre d'espoir sur tout ce que peut faire l'école. Rapidement et en un mot, contrairement à ce qui a pu être dit et ce qui est encore malheureusement trop souvent dit, c'est que l'école fait son travail au-delà de toute la vision décliniste qui est celle de la société sur l'école. On demande beaucoup à l'école en ce moment, on lui demande de résoudre finalement la crise morale et politique que traverse la société depuis plus d'un siècle. Quoi qu'on en dise et qu'on le veuille ou non, l'école relève le défi et c'est ce que nous voulions vraiment montrer dans ce livre. J'aimerais simplement contextualiser pour mémoire le livre « Les territoires perdus de la République », donc sorti en 2002 sous la direction de l'historien Georges Bensoussan, dressait un tableau presque apocalyptique de l'école. Vous aviez le triptyque racisme, antisémitisme, homophobie ou sexisme qui semblaient être les 3 plaies de l'école. Pourquoi vous dites que l'école est un territoire vivant et non pas un territoire perdu? On ne nie pas l'antisémitisme, le sexisme ou l'homophobie. L'école se prend en pleine face tous les maux de la société. Non, nous, ce que nous voulions dire, écrire et bien faire comprendre à tout le monde, c'est que l'école fait face à tous ces maux. Et il n'y a pas de déterminisme. En réalité, nous relevons le défi au quotidien. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre. Il y a de multiples projets éducatifs et pédagogiques qui se tiennent en France et qui luttent de bien belle manière contre ces fléaux qui ont été dénoncés par Territoires perdus de la République. Un peu à la manière des urgentistes qui font face aux violences au quotidien, nous aussi, on continue, non pas de soigner les élèves, mais de leur apporter toute l'éducation et l'instruction qui doivent être délivrées. Et pourquoi ça n'est pas audible? Pourquoi on a toujours cette impression d'une espèce de catastrophisme à l'école? Parce que, en réalité, l'école est souvent perçue un peu à tort comme un sanctuaire qui serait finalement épargné de tous les maux qui nous traversent dans la société. Or, les élèves ne font très généralement que véhiculer tout ce qu'ils peuvent entendre autour d'eux. Un élève n'est pas naturellement antisémite ou sexiste ou homophobe, ou dans une concurrence mémorielle comme nous l'évoquerons tout à l'heure. Et si justement c'est pas à l'école que les élèves puissent formuler tous ces propos évidemment déplacés que nous condamnons et contre lesquels nous luttons, et nous essayons de lutter efficacement contre tout cela, où l'élève pourra-t-il justement être empêché de dire tout ça et surtout éduqué et instruit pour ne plus penser de cette manière-là? Parmi les 3 plaies que décrivait le livre « Les territoires perdus de la République », il y avait l'antisémitisme. Et j'ai relevé dans votre livre une phrase qui dit « L'idée de l'impossibilité à transmettre la Shoah revient régulièrement dans les débats publics. Ce sujet problématique devenu central pour les médias et l'éducation nationale est une peur projetée par l'enseignant lui-même. »
Alors c'est vrai que, bon, sur des questions qui peuvent paraître sensibles comme celle-ci, il y a de multiples a priori et d'idées reçues auxquelles bon nombre d'enseignants n'échappent pas. Il y a des enseignants, enfin, la grande majorité même d'entre eux continuent d'enseigner la Shoah. L'exemple qui est développé dans le livre est celui de Anne Langlès, à laquelle il faut rendre hommage, puisque dans une ZEP, une REP+, de Créteil, elle a remporté avec une de ses classes le concours national de la résistance et de la déportation, dans un projet dans lequel elle faisait travailler ses élèves sur l'extermination des Juifs d'Europe, et ça lui a posé peut-être quelques soucis, mais qu'elle a réussi de toutes les manières à régler, comme la majorité d'entre nous en fait. Donc il n'y a pas d'impossibilité à enseigner la Shoah à l'école ou en banlieue. Comme pour n'importe quelle autre question, voilà, il n'y a pas d'impossibilité, justement. Alors il y a un travail de fond à mener, des projets pédagogiques, éducatifs, comme je le disais à l'instant, mais pas d'impossibilité de ne pas enseigner telle ou telle question. Votre contribution aborde la question des concurrences mémorielles. Comment vous essayez, avec vos élèves, de dépasser les douleurs historiques peut-être mal cicatrisées? Comment vous faites concrètement? Moi, j'interviens sur les enjeux de mémoire au collège. Et le cœur de mon travail, comme bon nombre de mes collègues aussi, est de construire une véritable histoire commune avec l'ensemble des élèves. Ce que l'on propose de faire, justement, est de penser les cicatrices que vous décrivez à l'instant, d'y apporter des réponses. Voilà. Surtout, ne pas laisser un élève sans réponse. On est dans un lieu d'éducabilité qu'est l'école. Et justement, on se doit de délivrer des réponses. Par rapport à un passé qui ne passerait pas, justement, le cœur de mon enseignement est de regarder le passé en face. Évidemment, on ne sera pas dans la reconnaissance, parce que tout ce que je suis en train de dire pourra être peut-être malencontreusement être interprété comme une reconnaissance de la part de l'enseignant qui viendrait suppléer quelques manquements étatiques que ce soit. Non, nous on est dans la connaissance, on n'est pas dans la reconnaissance justement. À quelle sorte de questions vous avez à faire de la part des élèves ? Alors pour les questions dites sensibles comme la guerre d'Algérie, quand on étudie la bataille d'Alger, évidemment les combattants du FLN, pour ne citer que l'Arbi Ben Midi, apparaissent tout de suite comme des terroristes puisque ce sont effectivement des poseurs de bombes, ils ont semé la terreur dans Alger. Bon après les choses sont toujours plus complexes et les élèves sont très curieux de découvrir ce passé. Quand ils découvrent par exemple que c'est l'armée française qui rend hommage à l'Arbi Ben Midi lorsqu'il est arrêté et qu'il va être livré d'une manière assez odieuse au commandant Ossarès, ils sont étonnés. Et de la même manière, une autre idée reçue qui court sur la guerre d'Algérie est de dire que l'ensemble des harkis sont des traîtres. Quand ils découvrent des monographies, des histoires particulières sur les engagements qui ont été ou pas ceux des harkis, ils sont tout à fait étonné de voir qu'en en se mettant à leur place, peut-être aurait-il été obligé d'aller dans l'armée française comme bon nombre d'Algériens, car la guerre d'Algérie aussi, c'est ce qu'on apprend ensemble, est aussi une guerre civile. Est-ce que la guerre d'Algérie est encore très présente chez ces élèves? Parce que vous avez l'air de focaliser beaucoup sur cette partie de l'histoire française, mais il y a d'autres choses, d'autres colonies d'ailleurs. Oui, voilà, oui. Alors, je vous le disais tout à l'heure, les élèves, finalement, vont véhiculer tout ce qu'ils trouvent dans la société, y compris dans leur famille ou dans les réseaux sociaux. La guerre d'Algérie nous habite encore très souvent en France. C'est un drame humain historique qui n'a pas été complètement réglé. C'est une question qui passionne les élèves et dont ils ont souvent entendu parler. Alors, soit par le biais de leur histoire familiale, ou bien parce que c'est une question encore socialement vive. À propos de questions socialement vives, le halal, qui a l'air d'empoisonner parfois les cantines scolaires, vous prenez le contre-pied de ce qu'on peut entendre, vous n'en faites pas un argument religieux, vous en faites un argument social. Je cite simplement un extrait de l'ouvrage. Oui. C'est la dignité qui parfois peut pousser quelques familles à invoquer des pratiques religieuses pour dissimuler des problèmes financiers. Certains parents pensent peut-être que la raison religieuse ne se discute pas, que l'école ne peut pas la remettre en cause. Cette citation illustre bien l'esprit aussi de notre livre.
Nous, on est dans la culture du dialogue avec les élèves. Autrement dit, on établit avec eux une relation de confiance, y compris avec les parents. Alors, quelquefois, lorsqu'il y a des arguments religieux qui peuvent tomber de cette manière-là, on les entend, mais on donne une réponse, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'antisémitisme ou le sexisme, ou les remarques concernant les questions d'histoire encore socialement vive. Là, Al-Jahm Hamdi a justement enquêté pourquoi cette famille, tout à coup, était prise de religion alors qu'elle n'avait pas eu encore d'écho qui sonnait de cette manière-là. Et finalement, la mère de famille lui dit que c'est effectivement un problème financier et elle déguisait finalement ce grave problème social par une appartenance religieuse qui n'était pas effective. Mais cette enseignante est allée au-delà. Elle aurait pu se contenter de cette grille de lecture religieuse. Tous les enseignants ne font pas cela. Tous les enseignants le font peut-être pas, mais il y en a beaucoup qui le font. Seulement, on ne parle pas d'eux. Je vous disais tout à l'heure, on a tellement une vue décliniste de l'école en France qu'on se focalise sur ce qui ne va pas. Alors nous, on a essayé de prendre le point de vue contraire, en fait, sans tomber non plus dans l'angélisme, voilà. En disant que si on creusait, si on s'investissait peut-être davantage avec les élèves, et beaucoup le font, mais dans l'ombre de leur classe, si on ne parle pas d'eux, quelquefois, on tombe sur des situations comme celle-ci. Mais là où j'insiste, c'est que vraiment, sans doute, vu la massification dans laquelle on est, il y a presque 1 million de collègues, il y en a beaucoup qui œuvrent de cette manière-là, seulement, on ne le sait pas, puisqu'on n'en parle pas. Un autre point qu'aborde votre livre, donc Territoire vivant de la République, c'est la question de l'islam au sein de l'école. Il y a une expérience qui est menée par une jeune professeure qui intervient dans le livre. Elle explique que lors d'un échange, elle a invité un père de famille à venir expliquer exactement ce qu'était l'islam, la religion, et qu'elle a eu une petite crispation, ce qu'elle appelle, je vais la citer, elle a d'abord été heurtée en raison de son prisme laïque. Et ensuite, elle s'est rendue compte que ça pacifiait les choses, que les élèves écoutaient volontiers le père qui parlait de paix, etc. Ce prisme laïque, est-ce que vous pourriez me l'expliquer, nous l'expliquer? On apprend ce que sont les croyances religieuses. Mais alors après, concernant évidemment les croyances de chacun, cela doit rester personnel. C'est pour ça que l'enseignante, comme vous le décrivez, là, a eu une petite appréhension, mais au final, elle s'est rendue compte que finalement, le père de famille tenait un discours qui était celui des valeurs de la République, en montrant que l'islam n'était pas celui des islamistes et encore moins celui des terroristes. J'aimerais vous faire réagir à un fait d'actualité. Une quarantaine de chefs d'établissement du rectorat de Versailles ont démarré un stage de gestion de crise dans un camp militaire. Donc ça, c'est la première information. Autre information, la nomination d'un proviseur adjoint issu de la gendarmerie dans un lycée de Stein. Est-ce qu'on ne sort pas là, par ces deux faits, de la sanctuarisation de l'école? Donc des proviseurs qui vont faire un stage de militarisation et un ancien gendarme qui devient proviseur adjoint. Ce que l'on redoute, en fait, et c'est ce dont on avait peur avec le hashtag pas de vague, c'est qu'on puisse tomber dans le tout sécuritaire, en fait. Or, à tous les maux que rencontre l'école, il y a forcément une réponse pédagogique et éducative. Et c'est vraiment la particularité de ce livre, remettre la pédagogie au centre, parce que c'est finalement le cœur de notre travail. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être peut-être taxé d'angélisme? Est-ce que vous dites à chaque problème social, sociétal, il y a une réponse pédagogique d'éducation? Est-ce que vous êtes sûr de cet effet presque mécanique dont vous parlez? Alors justement, nous, ce qu'on voulait faire dans le livre, c'est justement dépasser ce débat qui est destructeur entre les déclinistes et les angéliques, on pourrait les appeler comme ça. Voilà, alors justement, nous, on se situe ni dans un camp ni dans l'autre, parce qu'on ne nie pas les difficultés, justement, mais on se propose d'y faire face. Et la nuance, elle est vraiment importante à chaque problème sociétal, comme vous dites, que l'on rencontre, ou identitaire, voilà, aussi, disons-le clairement. L'institution, et nous à travers elle, doit délivrer une réponse. Et il y a des réponses. Tout à l'heure, je vous parlais des poncifs qui courent encore sur les questions d'histoire socialement vive. Il y en a de multiples. Ils ne résistent pas face à la manière dont on fait de l'histoire avec les élèves en étudiant des documents de manière très, très rigoureuse, pour ne pas dire scientifique. Et comme le dit Gérard Noiriel, jusqu'à preuve du contraire,
C'est une vérité historique qui est établie. Alors après, les élèves, évidemment, ils sont très très curieux de tout cela. Et si justement cette agitation qui est la leur et qui est perçue comme telle par beaucoup de collègues sur des questions d'histoire socialement vive, nous, on retourne la question en disant ne serait-ce pas, au contraire, une passion pour l'histoire? Parce que les élèves comprennent aussi qu'il y a des situations présentes qui semblent s'être jouées dans le passé, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et dans leur construction, dans la construction identitaire qui est la leur, ça les perturbe beaucoup. Ils posent des questions, ils cherchent des réponses, et c'est ça qui est absolument extraordinaire avec eux, de creuser le passé pour avoir des réponses sur notre présent. Parce que c'est pour ça qu'on fait de l'histoire aussi. Hein. Comprendre le passé à la lumière du présent et comprendre le présent à la lumière du passé. C'est Marc Bloch qui le disait fort bien dans Apologie pour l'histoire. Mais est-ce que l'école a encore les moyens de tout cela? Parce que suppression des postes. Le débat sur les moyens n'est pas là où il devrait être. Par exemple, vous voyez, pour toutes ces zones d'éducation prioritaire, on aurait aussi besoin d'un redéploiement de nos moyens. Dans quel sens ? Alors voilà, dans quel sens ? Il y a une question sur laquelle le précédent ministère s'était penché, mais hélas, n'a pas pu trouver de réponse. Et c'est une vraie question, celle-là. Comment redéployer finalement les professeurs les plus expérimentés, ceux qui ont acquis une grande force morale, un grand professionnalisme? On se rend compte que finalement, dans les zones où les élèves ont le plus besoin d'enseignants expérimentés, en réalité, ce sont des zones qui sont perçues encore comme des zones de relégation. Comment redéployer les enseignants finalement les plus expérimentés dans ces zones qui en ont le plus besoin? Ça, c'est une vraie question. Et ça ne concerne pas que les moyens. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que ce sont les jeunes diplômés qui se retrouvent peut-être mutés. Très souvent, voilà. Et surtout, il y a ce qu'on appelle, pardonnez-moi cet anglicisme, mais il y a un turnover qui est particulièrement destructeur. Ah oui. Les équipes changent trop souvent. Bon, il y a une bonification, c'est vrai que les zones d'éducation prioritaire, ça peut user, forcément, parce que ce sont des zones qui ne sont pas faciles, hein, vous voyez. On n'est pas dans l'angélisme, hein, mais il n'empêche que ce sont des situations qui, d'un point de vue professionnel, sont particulièrement intéressantes, enrichissantes. On a vraiment une prise sur les élèves et on peut être surpris finalement du résultat au quotidien. Vous voyez, dans le cadre de la classe, on a souvent d'agréables surprises. Les élèves peuvent se montrer complètement différents face aux forces de l'ordre à l'extérieur de l'établissement et jouer le jeu de l'école parce qu'ils sont justement demandeurs de cela. Est-ce que vous pensez que l'école est un champ de bataille? Est-ce que là c'est une métaphore un peu martiale que vous utilisez? Non, ce n'est pas un champ de bataille, surtout pas, justement. On n'est pas sur le front. Il y a beaucoup de collègues qui disent « moi je suis au front ». Non, mais on est sur le terrain. On travaille avec des élèves qui sont en construction et que l'on voit au fur et à mesure changer, accepter les valeurs de la République, les intégrer, progresser sans déterminisme. Un autre écueil aussi peut-être à éviter, c'est que certains enseignants se sentent comme des missionnaires ou des hussards noirs de la République dans ce qu'on a appelé les territoires perdus de la République. Il ne faut pas tomber non plus dans ce travers. Beaucoup d'enseignants se rendent compte quelles sont les grandes charges du métier. Et, alors, sans propagande, moi c'est ce que j'explique très bien dans le livre, sans embrigadement, voilà, la grande charge du métier, c'est qu'on est, pour ma part, en tant que professeur d'histoire-géographie, dans l'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie. Et la grande charge du métier, c'est qu'on est en train de former les citoyens de demain. Mais on n'est pas des hussards. Autrement dit, on n'aura pas de propagande républicaine, il ne faut pas avoir peur du mot. Non, moi, personnellement, je forme des citoyens de demain, libres, éclairés, responsables. Je ne parle pas de reconnaissance étatique, hein, au niveau notamment de l'histoire coloniale. Ce sont les élèves eux-mêmes qui m'en parlent. Moi, je reste impartial. Eux se font leur point de vue. Ils porteront les reconnaissances de demain, mais de manière positive, de manière républicaine, en voulant absolument enrichir la mémoire nationale qui est la nôtre. Une autre citation que j'aimerais vous soumettre, que j'ai trouvée très intéressante, un contributeur écrit « Soyons sérieux, l'école de la République sera
serait en recul parce que nos élèves ne mangent pas de viande à la cantine dans certains territoires de France. Elle est en recul car elle peine à leur donner les mêmes chances de réussir. Alors voilà, bon, après, à notre sens, il n'y a pas de territoire perdu dans le sens où il n'y a pas de territoire à reconquérir, hein, territoire vivant. Bon, après, on ne va pas se cacher les choses non plus. Hein. Il y a des territoires qui sont relégués. Hein. C'est vrai, oui, en termes de... C'est une relégation sociale. Voilà, exactement. Elle n'est pas identitaire, elle n'est pas ethnique. Elle n'est pas non plus un renfermement sur soi-même. Ce n'est pas du communautarisme. C'est ce que vous essayez de dire. Voilà, exactement. En fait, je ferai référence à Gérard Noiriel, parce que c'est le grand historien qui porte la question, le spécialiste de l'immigration, hein, qui dit qu'aujourd'hui, il y a une ethnicisation des rapports sociaux. C'est vrai qu'il y a une focalisation sur l'ethnie en réalité, ou bien la religion dont on parlait tout à l'heure. Et cette ethnicisation, oui. elle vient d'où ? Qui a ce regard ethnique sur les élèves et sur l'école? Est-ce eux-mêmes? Est-ce l'institution école? Est-ce les médias? En fait, les politiques? c'est la société en général. Il y a une ethnicisation des rapports sociaux en termes généraux. Nous, on s'inscrit contre ça, et si c'est le fait des élèves, l'écueil à pas tomber, c'est qu'on est face à des adolescents ou à des pré-adolescents. Donc, à ne surtout pas traiter comme des adultes. Hein. Donc là, il y a encore pour eux il y a une vraie capacité, voilà, de changement. Moi, je leur dis, le monde vous appartient. Ils sont étonnés des fois d'entendre ces propos de manière positive. Alors, pour en revenir à votre question, quand ils ethnicisent les rapports sociaux et qu'on leur fait remarquer, c'est comme pour le sexisme, hein, ça résiste pas longtemps. En fait, eux-mêmes s'en rendent compte, parce que là où finalement la société en fait des Français finalement à part, ils sont des Français à part entière, puisque comme ils se passionnent pour l'histoire, ils se passionnent aussi pour la valeur numéro 1 qui est la nôtre, l'égalité. Et quand on ethnicise les rapports sociaux, forcément, on brise cet idéal républicain. Une autre citation, parce qu'il y a eu beaucoup de citations relevées. Le grand problème de la France a vraiment été de dénigrer ces populations de banlieue, de se dire que tout est de leur faute. Donc on revient à l'étymologie du mot banlieue, lieu du ban, lieu de l'exclusion. Est-ce que aussi on n'a pas eu trop tendance, dans les médias ou ailleurs, à projeter tous les travers de la société française pour la déclarer la plus innocente possible, et à faire de la banlieue le lieu horrifique de tout ce qui ne va pas en France? Alors c'est vrai que les banlieues ont toujours été victimes d'une ségrégation, à la fois sociale, mais il faut bien le reconnaître aussi ethnique. Hein, il y a de façon géographique. Bon, de toutes les manières géographiques, ethnique et sociale et ethnique. Ethnique dans le sens où force est de constater que les populations immigrées ont été regroupées dans des zones qui paraissaient des zones de relégation. On est passé des bidonvilles au HLM, hein, d'un point de vue historique. Bon, après, on semble redécouvrir aujourd'hui que finalement, ces populations, elles vivent entre elles, et ça pose un problème. Il est vrai qu'il y a moi je dis pas un, mais des communautarismes qui sont à l'œuvre. Bon, après, c'est en portant l'idéal républicain le plus loin possible, justement, qu'on brisera ce communautarisme-là. Est-ce que l'idéal républicain, vous avez l'air d'en faire la panacée, c'est très bien, mais est-ce que l'idéal républicain est suffisamment inclusif pour accepter ces jeunes qui se sentent visiblement exclus? Alors voilà, justement, moi c'est le cœur de mon enseignement. Montrer à chaque élève, quel qu'il soit, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion, tout le monde a sa place dans notre histoire commune. Jusqu'au réfugié syrien qui est arrivé il y a 6 mois et qui peut se rattacher à notre histoire nationale. On a une histoire qui justement a fait de notre pays une puissance coloniale, on en parlait tout à l'heure, mais également un très grand pays d'immigration, une grande terre d'accueil. Et à ce titre-là, justement, et c'est la volonté des révolutionnaires français qui font cette révolution qui est la nôtre et qu'on en a portée dans le monde, cette volonté universaliste. Et cet idéal républicain, justement, mais encore faut-il qu'il soit appliqué de manière stricte, sans laisser personne au bord de la route. Je ne vais pas le citer non plus parce que je suis un inconditionnel, mais si vous vous en souvenez, au moment des émeutes de banlieue, en 2005, le président Chirac prend la parole un soir où il y a des centaines de voitures qui brûlent dans de multiples quartiers de France. Il va avoir une formule choc, parce qu'il le sait.
son cabinet le sait. Les discriminations, dit-il, c'est comme un poison qui coule dans les veines de la République. Alors c'est sûr, les élèves, quand ils sont traités de manière républicaine et qu'ils voient que c'est idéal et que nos valeurs sont appliquées de manière stricte et continue, ils y adhèrent, vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase de Manuel Valls, qui était alors Premier ministre et qui avait parlé d'un apartheid qui se jouait dans certains quartiers de France? Ça recoupe les ségrégations dont on parlait tout à l'heure. Mais le mot apartheid est... Voilà, alors, et lui, il a dit... suppose un cadre légal, c'est un peu plus fort que ségrégation. Voilà, alors, c'est vrai, lui, il a parlé d'apartheid, il y en a d'autres qui ont parlé également d'espaces coloniaux. Bon, je pense que c'est des termes qui, à mon avis, sont trop forts parce que on a ici la volonté d'une population qui est intégrée. Elle l'est, quoi qu'on le veuille ou non, en fait. Elle l'est. Mais elle porte cette intégration et on lui refuse d'une certaine manière. Je parlais des discriminations à l'instant. Évidemment, à refuser une intégration qui est réelle, forcément, on crée des communautarismes. Mais là, je vais interroger le mot intégrer. Est-ce qu'on peut demander à des enfants nés en France de s'intégrer? Alors, justement, ça, c'est un débat qu'on fait en EMC en 3e. Les élèves se rendent compte qu'on ne parle pas d'intégration culturelle. L'intégration culturelle, elle se fait. Elle se fait justement par le biais de l'école. La langue de tout le monde est bien le français. Les élèves connaissent les symboles de la République, ils ont grandi avec. Là, ils participent, je vous le disais à l'instant, d'une histoire commune, d'une histoire partagée. Avec des mémoires, on l'espère, au final apaisées. Ils y sont attachés à ça, hein, vraiment. Ils sont demandeurs, voilà en fait, hein, ils veulent absolument être considérés à égalité. Alors après, y compris, voilà, c'est ça qui est intéressant, et en creusant finalement, comme la Hadja m'a dit, mais autrement, même ceux qui s'annoncent, parce qu'il y en a qui vous le disent, hein, non, moi je suis pas français, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et puis finalement, quand on lui prouve par le passé qui est le nôtre, qu'en réalité il l'est, ou qu'il a vocation à le devenir, on brise des idées reçues. Et pour un être en construction, je peux vous garantir que l'effet, il est immédiat. Est-ce qu'on n'a pas aussi tendance trop souvent, et je pense qu'on revient à des choses qu'on a déjà abordées, mais j'aimerais vous poser la question de façon plus claire, est-ce qu'on n'a pas trop tendance à voir des provocations d'adolescents, on n'est pas très sérieux quand on a 17 ans, ça c'est une phrase de Rimbaud qui est d'actualité, oui. Comme des choses qu'on les lit sous ces grilles communautaristes, constamment. Si on y va avec des idées reçues concernant les élèves, ça c'est sûr, ça se passera pas bien, hein, non. Alors après, les propos d'élèves, je vous le disais aussi, ce sont des propos d'adolescents qui se construisent, qui peuvent être dans la provocation, dans le testing du prof, comment il va réagir. Nous, on est dans la culture du dialogue, avec vraiment, il n'y a pas de sujet tabou. Alors après, s'il y a un élève qui, par ses propos, enfreint la loi, voilà, hein, là on arrive au cœur de votre question. On lui rappelle les termes de la loi, le cadre légal, et on lui explique que ce qu'il vient de dire est particulièrement grave, qu'il ait des propos sexistes, antisémites, qu'il fasse l'apologie du terrorisme. S'il réitère, bon là, il est convaincu, on doit forcément signaler, sanctionner. Mais franchement, encore une fois, hein, sur les millions d'élèves que l'on a, rares ceux et celles qui persévèrent hein, dans leurs propos, si c'est de la provocation. Alors après, tout ça, évidemment, quand on est enseignant, il faut l'incorporer. Peut-être que haillon pour haillon, il vaut mieux avoir les haillons de l'épouvantail plutôt que du misérable. Et ça, vraiment, on a du mal à le faire comprendre à tout le monde. L'élève, il n'est pas naturellement ceci ou cela, il se construit. Il entend tout autour de lui des choses. Il va les véhiculer, hein, ça, c'est indéniable. Et s'il n'a pas l'occasion de le faire à l'école, où va-t-il pouvoir le faire? Et où va-t-on avoir une prise sur lui, justement, pour tenter de le faire changer? Mais j'insiste, hein, pas l'embrigader. Sans propagande, que tout ça soit communément admis, qu'ils se rendent compte que finalement c'est le bon sens qui parle. Et ce bon sens-là, il est républicain. Pourquoi? Parce que dans le cadre de nos cours, et je le disais ailleurs aussi, et sans jeu de mots, voilà, et ça les élèves apprécient beaucoup, on fait République ensemble, on fait chose commune.
on a, comment dirais-je, des intérêts en commun et une vue, un projet éducatif commun. Et quand les choses sont présentées comme ça aux élèves, ils résistent pas longtemps, parce qu'ils sont demandeurs et ils y adhèrent. J'avais parlé en préambule du livre Inch'Allah, Oui. qui est sorti quasiment en concomitance avec le vôtre. Est-ce que vous l'avez lu? Oui, oui, je l'ai lu, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai pensé qu'il était anxiogène, voilà, que la France était en train de s'islamiser et que si on ne réagissait pas un jour ou l'autre, l'ensemble de notre pays serait sous la coupe de l'islam. En fait, hein, je schématise un peu, mais de la même manière que je schématise aussi. Hein. Alors, il y a Fabien Truong, un sociologue de l'université Paris 8, qui fait une analyse tout à fait intéressante du livre, dans laquelle il dit que l'islamisation qui est observée par Davé et L'Homme, les deux journalistes, n'a pas lieu d'être en réalité. Pourquoi? Parce que lui, étant sociologue, il aurait voulu que l'étude soit quand même un peu plus sérieuse en termes scientifiques. Il n'y a pas d'avant dans leur livre, et puis il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'explication. On vous décrit une situation telle qu'elle est, sur le moment, et y compris en partant toujours, en interrogeant toujours des témoins qui diront ce que finalement les auteurs du livre ont envie de dire. Donc il y a une islamisation. Fabien Truong, lui, creuse un peu, enfin creuse davantage en disant que effectivement à l'heure actuelle il y a une publicisation de l'islam, c'est indéniable, et y compris une politisation de l'islam. Ça c'est vrai. Mais alors une islamisation, c'est quand même un bien grand mot. Quand vous dites anxiogène, Oui. vous en tant que citoyen, vous avez eu peur? C'est ce que... Alors, c'est encore une fois une vision caricaturale des choses, en fait. Et là où je dis qu'elle est anxiogène, c'est que si finalement on ne connaît pas l'islam et qu'on ne connaît pas l'histoire de France aussi, c'est ça le problème. Hein. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que les musulmans sont à l'œuvre. Bientôt, ils risquent de gagner le pouvoir. Donc, c'est une vue complètement caricaturale de ce qui se passe en banlieue. On parlait tout à l'heure de la banlieue des banlieues comme zone de relégation où la République a concentré des populations immigrées, voilà, et qui venaient pour beaucoup des anciennes colonies et qui, par ailleurs, pouvaient être musulmans. Et là, on s'étonne que tout à coup, finalement, ces personnes affichent publiquement leur appartenance à l'islam. Alors moi, là, j'essaie de rester, tant que faire se peut, impartial. Hein, mais bon, c'est pas un constat qui est sérieux de leur part. Ils n'ont pas prétendu avoir fait un travail sociologique. Oui, voilà. Mais journalistique. Alors, vous êtes bien placé pour le savoir. Il n'empêche que de nombreux journalistes sont des personnes qui ont une méthodologie sérieuse. Je vous renvoie la question. Hein. C'est le terme sérieux qui doit être interrogé. Ouais, voilà. Mais est-ce que vous avez suivi les différentes polémiques, notamment cette directrice d'école qui, il me semble, est à Bobigny ou Bondy, je ne sais plus, Véronique Decker, qui dit qu'elle ne se reconnaît pas dans les propos. Oui, voilà, exactement, oui. Et d'ailleurs, qui a dit que ses propos avaient été déformés, en tous les cas instrumentalisés. Après, ce qu'elle décrit dans le livre, les revendications, on va dire, religieuses des élèves, pour ma part, moi, je les ai jamais vues. Hein, voilà. Vous n'avez jamais eu affaire à ce qu'elle décrit, un père de famille qui va lui demander d'appeler son fils Mohamed avec le H très prononcé, non pas... Très sincèrement, non. Et j'en ai pas non plus entendu, j'ai pas entendu parler de ça autour de moi. Hein. Mais bon, après, vous voyez, dans le livre, ils font toute une galerie de portraits, mais... Et c'est pour ça que je parlais de Fabien Truong, ils s'affranchissent d'aller interroger un sociologue ou un historien, parce que leur but, c'est pas de comprendre en fait ce qui se passe, hein, mais de dénoncer une situation qu'ils ont par ailleurs préconçue. Et c'est pour ça que je disais pas sérieux, et qu'ils vont à tout prix vouloir vérifier. Ils sont allés... eux franchissent pas le périph. Non, ce voilà. sont 5 malheureusement, comme étudiants journalistes. Voilà. Et malheureusement, comme beaucoup de journalistes aussi, hein, ou qui y vont seulement quand il y a des voitures qui brûlent ou qu'il y a des profs qui sont braqués par des armes factices, comme on a pu le voir, hélas, à Créteil.
Donc ils envoient. Nous, là, Benoît Falaise, on lui a envoyé justement une journaliste. Bon, elle n'a pas été jusqu'en banlieue, hein. Et Benoît Falaise, dans le livre, il fait 3 lignes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit ce qu'il voulait entendre, en fait, hein. Lui, il l'interroge sur les atteintes à la laïcité. Voilà. Et il dit qu'elles ne sont pas non plus si courantes que cela. Le ministère en a fait remonter là, il est vrai, un certain nombre, hein, mais par rapport à la machine qu'est l'éducation nationale, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas non plus... il n'y en a pas non plus tous les jours. Voilà, il faut quand même arriver à relativiser. Mais comme il le dit, lui, et que ça corrobore pas la thèse qui a déjà été préconçue, il le cite en 3 lignes. Je rappelle simplement que Benoît Falaise est inspecteur général de l'Éducation nationale, donc a priori, il sait de quoi il parle. Voilà, il sait de quoi il parle, et c'est à ce titre-là qu'ils l'ont interrogé. Et d'ailleurs, il sait de quoi il parle, puisque c'est lui qui a eu l'idée de faire ce livre, parce que justement, il en avait assez d'entendre ce discours décliniste de l'école, et qu'il voulait qu'on puisse en parler en des termes qui ne soient plus négatifs, malgré justement le contexte particulier dans lequel on est. Le contexte social, hein, bien entendu. Hein. Cependant, ce livre cite un rapport Aubin de 2004 qui a été publié en plein débat sur l'interdiction des signes religieux. Et ce rapport dressait un état des lieux de l'islamisation à l'école, stigmatisant le déni général de l'éducation nationale, une omerta interne à l'éducation nationale existant sur sujet, et une islamisation qui continue à se développer. Donc ce constat date de 2004. Oui. Est-ce que vous avez lu ce rapport déjà? Alors le rapport Aubin, oui, moi j'en avais pris connaissance à sa sortie. C'est d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des territoires perdus de la République, c'est finalement dans la continuité. Alors ce rapport, Davé et l'Homme disent qu'il avait été enterré, y compris par un ministre de droite. François Fillon. Voilà, ce qui est quand même assez douteux. C'est vrai que le rapport Aubin, il pointe un certain nombre d'incidents qui se sont produits et qui sont indéniables, mais qui encore une fois, et c'est aussi un des problèmes quand on parle de l'école, qui sont à relativiser par rapport au côté gigantesque de l'éducation nationale. Le commun des mortels, en France, il ne se rend pas compte de la machine dans laquelle on est. C'est aussi l'origine de notre collectif. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit c'est un livre d'espoir, parce que là, vous voyez, il y a 32 auteurs qui se succèdent et qui montrent tout ce que l'on ne montre pas. Alors le rapport Aubin, là, il n'était pas... et c'est pour ça qu'il a été enterré. Hein, l'inspection générale n'a pas donné suite. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas suffisamment représentatif. C'est vrai qu'il a pointé des situations qui étaient indéniables, qui ont bien eu lieu, mais s'il avait été représentatif, l'éducation nationale s'en serait emparée. Donc, est-ce que vous pensez que ce livre, donc Inch'Allah, de Davé et l'Homme, peut vous faire du mal avec vos petits moyens, ce que vous essayez d'inculquer aux élèves, cette République inclusive, et vous avez ce succès de librairie qui dresse un constat absolument alarmiste de l'école et de la banlieue? Oui, c'est sûr que... Alors, ça ne va pas faire du mal qu'à l'école, hein, mais à la société en général. Hein. Et à mon avis, ça va même alimenter l'islamophobie qui est à l'œuvre aujourd'hui. Hein. Et dont, alors si on parle du retour du religieux aussi, hein, dont beaucoup d'élèves peuvent se plaindre. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. Si on fait des débats avec eux, ils vous pointeront à chaque fois tous les discours islamophobes qu'on a pu rencontrer. Hein. Bon, après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a, encore une fois, hein, il n'y a aucune explication historique et délivrée. L'histoire coloniale, elle n'a jamais existé. Dans ce cas, la France, elle a un problème avec l'islam depuis plus de 2 siècles, hein, à partir du moment où elle pénètre en Algérie, où elle s'empare du pays. À force de discriminer un certain nombre de populations, il y en a qui peuvent effectivement connaître un certain, alors on peut l'appeler différemment, mais un repli identitaire, hein, indéniable, en se recroquevillant sur ce qui est considéré comme une identité particulière. Quand on n'arrive pas à faire partie d'un nous,
collectif. Finalement, quelle est l'attitude de n'importe quel être humain face à ce refus? On parlait d'intégration tout à l'heure. Tout ce beau monde est intégré. Mais à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, on fait remarquer à ces personnes-là qu'elles sont différentes. On leur rappelle leurs différences. Il y a un problème avec l'altérité en France, hein, c'est pas nouveau. Bon, après, si sans arrêt on renvoie les gens à leurs origines, forcément on les enferme. Merci, monsieur. Merci à vous de nous avoir invités. Merci.